Salutations à tous, mesdames, messieurs, bienvenue dans le quatrième pouvoir. Ici, c'est Nouveau Congo Télévision. Merci de nous suivre sur TNT Canal 79. Merci de nous suivre aussi grâce à nos différentes plateformes digitales, ce qui nous permet de pouvoir vous atteindre de partout où vous vous retrouvez. Quatrième pouvoir, comme vous le savez, c'est une tribune d'expression qui, n'est-ce pas, fait la promotion du débat contradictoire. Malheureusement, aujourd'hui, nous allons manquer au rendez-vous parce qu'un invité a désisté. Un invité s'est désisté à quelques minutes de pouvoir commencer ce choc d'idées. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons quand même vous présenter le numéro d'aujourd'hui. Nous avons Maître Passy Mbayo qui est avec nous ici sur ce plateau. Bonjour et bienvenue, Maître Passy. Bien, merci, et c'est un plaisir de te retrouver. Alors, Maître Passy, cadre de l'UDPS, c'est bien ça? Je suis cadre de l'UDPS, en même temps président national de la colline du Populorum Progressio. Quand vous voyez le drapeau de l'UDPS, la périphrase dernière, progrès social, c'est ce que nous avons essayé de convertir en 2010, que nous avons intitulé Populorum Progressio, puisque dès la maternité, nous avons été comme une structure d'intellectuels, nous l'avons intitulé la colline du Populorum Progressio. Alors au fil des ans, nous avons pris la connotation d'une structure auxiliaire de l'UDPS. Et donc, Populorum Progressio, c'était un peu comme pour l'adapter à l'encyclique papale de 1974. Au finish, nous sommes l'une des structures de l'UDPS, car les statuts de l'UDPS ont consacré dans leur sein la création des associations, structures et ligues. C'est une autre branche formidable de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Très bien, merci d'être là. Je rappelle que Maître Passy vient pour sa première prestation dans le cadre du 4e pouvoir. On aurait bien voulu que Maître Laurent Ochumbe soit des nôtres, mais ce n'est que partie remise. Nous allons réorganiser un autre plateau dans lequel le choc d'idées pourra avoir lieu entre Maître Passy de l'UDPS et bien évidemment Maître Laurent de l'ESID qui sera de notre prochain numéro. Cependant, Maître Passy, on ouvre le bal avec cette question de la libération provisoire, la liberté provisoire de l'ancien DIRCAB, du président de la République. J'ai fait allusion à Vital Kamerhe. Vous savez que c'est une libération qui fait parler plus d'une personne. Il y en a qui pensent qu'elle tombe mal parce que, bon, faisant le lit de ce que d'aucuns appellent l'immoralité, il y en a qui vont continuer à voler, continuer à détourner, sachant qu'au bout de 2-3 mois en prison, ils vont être relaxés. Bien, je voudrais répondre à cette question de manière trilectique. C'est-à-dire, j'ai 3 éléments à vous présenter. Le premier élément, c'est l'élément juridique. Il est vrai qu'un procès avait été démarré dans le programme de 100 jours où tout le monde avait constaté avec regret qu'il y avait malversation financière, détournement de deniers publics, etc., etc. Vital Kamerhe avait été condamné au premier degré, puis au second degré. À 13 ans. Voilà. Alors, au second degré, Vital Kamerhe estime qu'il doit introduire un recours extraordinaire, puisque c'est le dernier rempart du procès, la dernière étape du procès. Mais attention, là où il a interjeté, qu'est-ce que je dis, là où il a introduit un recours extraordinaire, ça s'appelle la Cour de cassation. La Cour de cassation a 2 sortes de procédures. Il y a une procédure ordinaire et une procédure extraordinaire devant elle. Voilà pourquoi la loi portant procédure devant la Cour de cassation avait consacré en son sein la possibilité aux prévenus condamnés au degré d'appel, comme dans le cas de Vital Kamerhe qui avait été condamné pour 13 ans. Le 13 ans, c'est au degré d'appel. 20 ans, c'était au premier degré. Alors, de pouvoir postuler ou introduire une requête pour solliciter la disposition 47, l'article 47, consacre en son sein soit la liberté totale, soit la liberté provisoire. Alors, je présume que Vital Kamerhe avait postulé une liberté totale et le juge a droit d'en faire lecture, appréciation, critique. Lorsque le juge
s'est retiré pour prononcer ce jugement, il s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas accorder la liberté totale à Vital Kamerhe à partir du moment où il a été déjà condamné. Deuxième des choses, il ne pouvait avoir la possibilité que de lui accorder une liberté provisoire, autrement dit une liberté conditionnelle, selon le motif qui avait été présenté. C'est ainsi que, motif de santé, maladie et de danger de mort et tout ce qu'on raconte, eh bien, le juge a estimé qu'il était important qu'il puisse lui accorder simplement une liberté provisoire, autrement dit liberté conditionnelle. La liberté conditionnelle n'a rien à faire avec un acquittement. La liberté conditionnelle n'a rien à faire avec une disculpation. Ça voudrait simplement dire que Vital Kamerhe reste jusqu'ici à la disposition de la justice. La simple liberté provisoire qui lui a été accordée, c'est simplement pour des raisons du postulat, c'est-à-dire des motifs couchés dans sa requête sollicitée. Mais justement, je voudrais vous relancer en disant, évidemment, ceux qui s'inquiètent du fait que nous avons l'expérience. Si, j'en arrive puisque j'étais au premier palier. Effectivement, vous avez raison. J'étais au premier palier où j'expliquais la question sur le plan juridique. J'ai dit que sur le plan juridique, c'est la même loi de la République démocratique du Congo qui avait consacré cela. Et donc, pour ceux qui sont en train de spéculer, qui veulent transformer la liberté provisoire accordée à Vital Kamerhe en une espèce de disculpation, en une espèce d'acquittement, ils sont en train de mentir. Il s'agit là d'un mensonge patent, puisque lui-même, Vital Kamerhe, ne le dira jamais. D'ailleurs, je signale que la liberté conditionnelle, la liberté provisoire, elle est accompagnée de beaucoup de conditionnalités. Voilà pourquoi on l'appelle liberté conditionnelle. C'est-à-dire que si on vous accorde la liberté provisoire en séjour, vous ne pouvez pas vous rendre à l'aéroport, vous ne serez pas à l'aérogare, vous ne serez pas au port, vous ne pouvez même pas être au lieu où on prend le transport pour le Bas-Congo ou pour Chikapa en passant par le Kwango. Pourquoi? Puisqu'on estime que vous êtes dans une liberté restrictive. Et puis, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte. C'est comme aussitôt que vous êtes en liberté provisoire, il vous est interdit de vous retrouver dans le milieu attentatoire relativement au forfait qui vous avait été reproché en son temps. Et donc, il s'agit là d'une liberté conditionnelle. Ça, c'est le premier palier. Le deuxième palier, c'est le palier sociologique. La population, l'opinion. Qu'est-ce qui se raconte dans l'opinion? Voilà ce que j'ai appris de l'opinion. Première des choses, dans l'opinion, on dit que Vital Kamerhe était obligé de négocier sa mise en liberté. Évidemment, sa mise en liberté provisoire. Il aurait retourné une partie essentielle d'argent. Les biens auraient été saisis. Et puis le reste, il dirait, mais dans les biens saisis, des comptes bancaires bloqués ça et là, il a trouvé cela comme étant la pièce de rechange par rapport à cela. Mais moi, je ne sais pas le confirmer en ma qualité d'avocat. Je ne sais pas non plus le confirmer en matière de communication politique comme c'est le cas. Mais je vous présente ce qui se raconte dans le peuple. D'autres disent, mais effectivement, Vital Kamerhe est malade et qu'il aurait fallu qu'on lui accorde cette mise en liberté provisoire. Et certains autres sont en train de spéculer. Ils disent que non, Félix Tshisekedi avait mis en prison son allié et puis il a estimé à un moment donné de l'histoire qu'il pouvait le reprendre. Et pourtant, puisqu'il faut parler politique, le président de la République, lorsque son cœur a été rempli d'inquiétude devant la presse à Goma, Lusakweno et Madame Bouela, il a même essayé de présenter une inquiétude de manière pittoresque à l'égard des journalistes en disant « mais on me reproche de ne m'être pas interféré, de n'être pas intervenu dans l'affaire de Vital Kamerhe afin qu'il puisse recouvrer sa liberté. Alors qu'en réalité, moi, le pays a déjà consacré la séparation... L'indépendance de la justice. Voilà, séparation de pouvoir, et puis par la suite, indépendance de la justice, jusqu'à mettre en garde qu'il y a certains officiels de l'UNC qui sont comme des irresponsables et qui par la suite sont en train de tirer à boulet rouge sur le président de la République. Le président de la République a sorti en quelque sorte un secret de délibéré du Conseil des ministres en disant « mais c'est le Premier ministre Ilunga Kamba d'antan qui est venu avec le dossier de détournement de 100 jours ». Il a été appuyé par le ministre de la Justice qui a même dit que comme le parquet est sous sa houlette, il demandait à ce que les enquêtes soient démarrées. Qui dit enquête dit ouverture d'instruction. C'est ainsi que le chef de l'État, pour emprunter ces phrases, de fil en aiguille, la justice est arrivée à l'arrestation de Vital Kamerhe. Alors, je dis que le monde est fou
Pourquoi? Puisque lorsque Kamere a été arrêté, on a dit que le chef de l'État voulait écarter, c'est pas un challenger. Pour Et le chef de 2023, l'État serait en train de violer l'accord de Nairobi, qui d'une part, cet accord de Nairobi est inconstitutionnel, quand bien même c'est un accord politique. Et le chef de l'État allait plus loin jusqu'à dire que Vital Kamerhe a eu à confirmer par 2 ou 3 fois qu'il n'était pas intéressé par la réélection du président de la République en 2023. Il laisserait, au nom de la solidarité, postuler pour son second mandat. Et donc, tu te rends compte finalement que autour de cette libération de Vital Kamerhe, il y a eu à boire et à manger. J'ai vu certains sortir au grand jour le dossier de l'assassinat du juge Yanni Ovungu, c'est-à-dire en âme et conscience, de manière ontologique. Et Vital Kamerhe se rend compte qu'il en devient par là un personnage politique controversé. Et moi, je dis au nom de la morale politique, pour atteindre mon 3e palier, je dis que le seul conseil que je peux lui prodiguer, j'ai répété cette phrase philosophique qui dit « La meilleure façon de regretter le passé, c'est de faire mieux le présent ». Et donc, très bien. Si... Mais cependant, vous pensez que quel est le message que l'on envoie en accordant ces nombreuses libertés provisoires, non seulement pour le cas des Kamerhe, il y en a d'autres qui en ont reçu, ayant été eux aussi trempés dans le même procès. Tout à fait. Quel est le message que l'on envoie à l'opinion? Je sais que vous essayez de parler de l'histoire de Bakonga, en même temps l'histoire du docteur Etienne Longondo. Le message que l'on envoie est celui-ci. Quand on dit état de droit, ça veut dire qu'il s'agit là d'une république qui a émis des lois et qui les respecte pas à pas. Si la Constitution vous dit que la liberté est le principe et que la détention en est l'exception, qui dit état de droit, mais la seule chose qui jalonne l'état de droit, c'est la Constitution. C'est ainsi que Etienne Longondo, pour parler de lui, il n'avait jamais été devant le juge, son affaire a été simplement au niveau du parquet. Or, dans un état de droit, vous devez savoir que le magistrat du parquet instruit à charge et à décharge. C'est ainsi que Etienne Longondo, au bout de l'instruction de son affaire au parquet, il a été bénéficiaire d'une mise en liberté. Vous parlez de Willy Bakonga, mais écoute, moi, mon cœur retentit au même titre que l'inquiétude de la population. Je suis contre ces sorties frauduleuses de Willy Bakonga, dans la mesure où même Madame le ministre... À qui revient la faute? Parce qu'il y a certainement eu défaillance quelque part. Oui, mais il y a eu défaillance. La faute revient à ceux qui l'ont libéré frauduleusement, puisqu'il ne faudra pas que l'on juge le président de la République comme un ange. Le président de la République ne peut pas fabriquer des juges et des magistrats. Il a trouvé des magistrats. J'ai dit autrefois qu'un simple licencié en droit de l'UNIKIN, de l'UNILU, de toutes les universités de l'UNIKIS, etc., ce n'est pas aussitôt qu'il quitte l'université qu'il deviendra procureur général. Ce n'est pas aussitôt qu'il quitte l'université qu'il en deviendra par là juge. Non. Il y a tout un cursus, tout un processus qu'il faut suivre. Et donc, au nom du cursus et processus long établi par la loi, très bien. Fathi ne peut pas fabriquer des juges. Heureusement que le directeur de la prison centrale de Makala est suspendu et en instruction. Le procureur en question qui aurait exécuté cet élément est en train de se faire entendre au Conseil supérieur de la magistrature. Très bien. C'est aussi ça l'état de droit. Merci, maître. Alors, parlons politique. Union sacrée. Ouais. Puisque l'UDPS en fait partie, ou sinon c'est le parti pivot même dans cette union sacrée. C'est bientôt 1 année depuis la dislocation de FCC Cash. FCC Cash. Quel bilan vous en faites? Bien, mais écoute, mon cher ami. Union sacrée avec ses warriors et autres. Oui, mais avant que j'en arrive à l'union sacrée, mais je dois encore une fois ici jeter de l'opprobre. Sur qui? Sur le FCC, puisque hier, quand nous avons été dans le FCC Cash, encore une fois, ils ont prouvé à la face du monde qu'ils étaient une seconde incarnation du mal. Vous savez, à l'époque des turbulences politiques au Zaïre, Jean de Dieu Ngouza Carlibonde avait rédigé un ouvrage contre le maréchal, il a traité Mobutu, le titre du livre, Mobutu, l'incarnation du mal. Mais le deuxième ouvrage doit venir, la Kabylie, la deuxième incarnation du mal. Pourquoi? Puisque c'était un régime kleptocratique, un régime lucrocratique, un régime sanguinocrate. Est-ce que vous pouvez comprendre que les gens qui ont quitté le pouvoir déjà, mais jour après jour, des révélations sur les détournements, etc., continuent à venir? Vous avez suivi le procès John Numbi, mais Mouilamboué, le colonel, il a cité expressis verbis que Joseph Kabila
était l'auteur intellectuel de l'assassinat de Chebeya et compagnie. Non mais attendez, alors, je ferme la parenthèse. Il y en a qui voient derrière ces déclarations pompeuses une main du pouvoir. Il n'y aura pas une main de pouvoir. Pourquoi? Puisque Mouilamboué a déclaré à partir de Paris, pendant que Félix Tshisekedi était simplement opposant. Mouilamboué a déclaré à partir de Paris en son temps. Il est parti de Paris vers Dakar. Et c'est de Dakar vers Kinshasa qu'il est venu comparaître au procès. Écoute, sous Félix Tshisekedi, il n'y a pas de main noire comme hier. Félix Tshisekedi ne vient ni du Rwanda, ni du Burundi, ni de l'Ouganda. Il vient de la rue. Même derrière Congo Hold-up, on voit une main noire du pouvoir. C'est un mensonge. J'ai suivi, je ne sais pas, une de vos confrères qui, par moment, se plonge dans un subjectivisme ridicule, où elle était en train de pointer du doigt le ministre de l'Information en disant qu'il serait monté en Europe avec 10 000 $ pour provoquer Congo Hold-up. Écoute, pour ceux qui n'ont jamais été en Europe, ils vont se rendre compte, effectivement, 10 000 $ qui fait beaucoup d'argent à Kinshasa, c'est rien là-bas. C'est même le salaire d'une manœuvre, tu vois. Même si on allait à 10 millions de dollars. Mais 10 millions de dollars, c'est quoi dans un pays qui a 500 milliards de budget national, comme la France, par exemple? Vous comprenez? Et donc ça, c'est le discours du détracteur. Nous jetons ça à la poubelle de l'histoire. Mais pour revenir à la lecture, appréciation critique que je dois faire de l'Union sacrée, effectivement, l'Union sacrée, c'est ce mouvement politique, ce courant politique, cette nouvelle philosophie politique salutaire. En ce sens que depuis l'histoire de Blumenthal jusqu'à présent, les Warriors ont fait la maximisation de recettes à 100% dans 10 mois. Ils nous ont présenté un budget de 10 milliards. Vous comprenez? Aujourd'hui, là, les députés sont en train de se frotter les mains. S'ils veulent majorer ces budgets, ils peuvent les majorer autant qu'ils veulent. Pourquoi? Puisque les Warriors ont su joindre l'utile à l'agréable. Le problème n'est pas là. Le problème est quelle est son incidence dans le vécu quotidien. Mais tout à fait. Mais la République ne se dirige pas comme un village. L'incidence dans le vécu quotidien dont tu parles, c'est à l'output, en aval. Mais à l'input, en amont, qu'est-ce qu'il y a? Il faut présenter un budget. Il faut maximiser les recettes. Mais la population vit de quoi? Elle vit du budget. Le budget, c'est quoi? C'est une loi qui naît du Parlement. Moi, je ne vois pas pourquoi les gens veulent mélanger les choux et les chèvres en mettant, ou autrement dit, en mettant la charrue devant le bœuf, en disant, mais quelle est la concrétisation dans le panier de la ménagère? Mais où est-ce que vous situez le panier de la ménagère, même dans la gestion de votre maison? Chez vous, à la maison. Comment vous gérez? Où est-ce que vous mettez le panier de la ménagère? Le panier de la ménagère dépend de la source de production. Finalement, il y aura mouvement dans le panier de la ménagère. Mais soit en bon côté, il faut attendre le miracle du ciel. Or, dans la gestion du pays, avant de parler miracle, disait quelqu'un, Zaïrois, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Bravo aux Warriors d'avoir maximisé les recettes à 100% dans 10 mois. Et ils ont déposé un budget assez explicatif et adéquat au Parlement. Il revient aux parlementaires qu'on poursuivre le propos de Jean-Marc Kabound qui disait par exemple qu'il faut réduire... Une année de l'Union sacrée, c'est un bilan positif. Mais c'est un bilan positif, pourquoi? Puisque je n'ai simplement relevé qu'un seul élément, l'élément budgétaire. Donc un élément lié à la gestion. Mais je ne veux pas vous parler, mon cher ami, de la situation où nous sommes en train de mettre fin à tous ces bandits, forces négatives qui sèment la désolation chez nous au pays. Je ne veux pas te rappeler, mon cher ami, de la patrouille financière. Je ne veux pas te rappeler du réveil de Sénaref et de la Cour des comptes. Je ne veux pas te parler de bien de choses qui sont en train de se réaliser dans le cadre de la gestion. Tu sais ce qui est beau avec le gouvernement de Warriors, c'est qu'on dirait qu'il y a une espèce d'émulation concurrentielle. Chaque ministre veut bien faire. Voilà pourquoi, sauf sorcellerie, vous avez aujourd'hui un gouvernement qui vous communique en toute humilité ses rapports, des questions d'inquiétude, etc., etc. Et dans des situations pareilles où vous savez avoir un gouvernement dans un nouveau narratif, c'est que moi je peux appeler un nouveau paradigme communicationnel, où on vous dit tout, mon cher ami, en vertu de quoi l'on traiterait tous les jours. Je pense que l'opposition n'est plus facile dans ce pays. Ceux qui pensent faire l'opposition, ils jouent simplement aux détracteurs. Et puis quand on joue aux détracteurs dans un régime qui est en train de partir jour après jour, pas à pas, on tombe dans ce qu'on appelle la masturbation politique appliquée.
Mais justement, l'Union sacrée, au-delà de tout ce que vous mentionnez comme réalisation, mais il y en a qui quittent le bateau, accusant de l'incompétence au sein de l'Union sacrée. Je fais allusion à Sesanga, je fais allusion à d'autres qui ont quitté le bateau, qui estiment qu'au sein de l'Union sacrée, non seulement il n'y a pas de cadre pour pouvoir discuter des projets à réaliser dans le cadre de l'action gouvernementale. Il y en a qui pensent qu'ils évoluent un peu à la vaille que vaille. Bien, je vais répondre de deux manières, juridiquement et politiquement. D'abord, juridiquement, j'ai beaucoup de reproches à Sesanga, puisque j'ai l'impression que Sesanga et Kamitatou Olivier seraient nés d'un même père. Comment ça? Ils font preuve d'une opiniâtreté viscérale. Ils ont une trop haute opinion de soi. Ils ont un langage grotesque à l'occasion de rien. Je comprends qu'ils sont tous venus d'un mouvement politico-militaire en son temps, parti du RCD, etc., etc. Qui t'a dit qu'en démocratie, nous devons vivre le magister dixit? Qui t'a dit qu'en démocratie, la parole d'un opérateur politique est une parole d'évangile? Puisqu'en démocratie, même la parole du président République, elle est exposée à la contrebalance du contradictoire démocratique, disait quelqu'un. Le contradictoire n'est-il pas le ciment qui mène à la démocratie? Sesanga faisait partie des 13 parlementaires qui ont déposé le projet de la révisitation ou sa loi électorale, ainsi de suite. Mais il n'en était pas le seul. Vous l'avez vu transpirer lorsqu'il a été pris en sandwich par le professeur Njoli et le professeur Mbata. Ça veut dire que, moi j'ai toujours dit qu'au nom de l'humilité, que le droit est un domaine océanique et que nul n'est en possession de tout. Chacun doit savoir tirer son épingle du jeu. Encore une fois là-bas, il a crié, mais le processus électoral est sacrifié. Pourquoi? L'opiniâtreté. Il pense que ce qu'il dit doit s'appliquer comme dans le magister dixit. Et je vous donne un exemple. Lorsqu'il quitte le bateau, mais nous sommes en démocratie, n'est-ce pas? À l'Union sacrée, on y adhère, de la même manière qu'on y est entré, de la même manière qu'on y sort. Et puis l'Union sacrée, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut de l'Union sacrée pour que j'entre en politique? Mais l'Union sacrée est une coalition, une nouvelle coalition. Une nouvelle coalition subrogatrice de celle du FCC-CACH. Qui la préside? Oui, mais attends, on y va lentement. L'Union sacrée est a priori chapeautée par une autorité morale qui est le président de la République, en ce sens que nous sommes dans un régime semi-présidentiel où le président de la République est le chef de l'exécutif et le Premier ministre est le chef du gouvernement. Ça, c'est sur le plan de droit. Mais sur le plan politique, il y a des leaders, ça et là, qui ne se rencontrent jamais. Non, mais ils ne peuvent pas aussi se rencontrer de manière publicitaire. Je tiens à te signaler que la charte, la seule souffrance que nous avons à l'Union sacrée, c'est que la charte est entrée avec un peu de retard. Nous attendons la lecture, appréciation critique de la présidence de la République. Après, on va couler la charte en un règlement, on l'appliquera comme telle. Mais sur le plan de la stratégie politique, quand l'Union sacrée se comporte un peu comme une organisation politique de fait, mais ça protège. Ça protège. Ça protège le monde politique. Pourquoi? Puisque regarde un peu tous ceux qui sont clopins, qui souffrent du chaud et du froid. Quand ils quittent, eh bien, monsieur, mais quitter, ça fait partie de la liberté politique. La seule chose que je dis à Sesanga, il est libre de poser des actes démocratiques comme il le fait. Je viens de me rendre compte qu'il a même trouvé notre frère siamois qui est Loubaya, qui a reproché au président de la République ou au gouvernement de la mutualisation des forces sans lire ce que dit la Constitution. Et donc, je dis tout de suite que ceux qui veulent quitter l'Union sacrée sont pour la plupart de cas taraudés par l'opiniâtreté. Et donc, quand on est en démocratie, on est opiniâtre. On va remettre en cause le sens du contradictoire qui est inévitable en démocratie. Très bien. Alors, on va aborder la question relative à cette, comment je voudrais appeler ça, ce rapprochement entre les FRDC et l'armée ougandaise dans le cadre de ces opérations conjointes. D'abord, on a commencé par la communication du gouvernement par son porte-parole, qui a estimé qu'il n'y avait pas en vue une quelconque mutualisation des forces. Et c'est 24 heures après que l'on a constaté qu'il y avait effectivement mutualisation des forces et que des opérations conjointes avaient débuté. Il y en a qui ont dit que c'était une haute trahison. Bien, d'abord, haute trahison, c'est un autre mensonge, c'est de la rêverie. L'infraction de haute trahison est bien consacrée dans la Constitution. On dit qu'il y a haute trahison lorsqu'il y a violation intentionnelle de la Constitution.
lorsqu'il y a violation intentionnelle de la Constitution. Ça, c'est la première des choses. Donc, pour ceux qui sont en train de raconter ce qu'ils disent là, écoutez, nous coulons cela dans le panier de la liberté d'expression et de pensée en démocratie, mais c'est des choses qui ne tiennent pas debout. La deuxième des choses, la communication de Patrick Mouyaya, autrefois, entre le général, disons le colonel Mwanamputu et, comment dirais-je, le général Kassongo, communicateur de l'armée, même si à cette occasion-là, j'ai vu que le policier Mwanamputu a porté un sens de proportionnalité à un de vos confrères qui par moments se comporte comme un gueulard sur le plateau de télévision. Ça fait mal quand on apprend d'un policier. En fait, je comprends finalement que crier et manipuler la langue française n'est pas le synonyme de tout connaître. Donc j'invite beaucoup de gens à l'humilité. Alors pour répondre totalement à l'affaire, la mutualisation des forces ne devrait pas faire sujet d'information ce jour-là. Pourquoi? Puisque la marche politique d'un pays, j'ai toujours dit que la politique est un art et une science et un exercice. Les ADF NALO et les Codeco suivent la RTNC Kinshasa tous les jours de la vie. Et voyez-vous un ministre qui vient comparaître devant la presse où il dit qu'effectivement il y a eu mutualisation de forces. Je t'informe que tout de suite les Codeco et ADF NALO allaient se cacher dans la population pour s'en constituer des boucliers humains. La stratégie de communication de ce jour-là était un piège tendu à ces bandits, ces forces négatives, islamistes, etc. C'est donc des secrets des dans opérations. La logique, voilà, dans la logique de pouvoir les prendre en sandwich comme nous l'avons fait, puisque les bases névralgiques n'existaient plus. Et puis, comment on pouvait le faire, puisque le jour de la communication même, il y a eu des militaires congolais qui allaient en positionnement en Ouganda. Et d'autres militaires ougandais devaient venir ici. Nous travaillons dans une espèce de cassement, dans une espèce d'enchevêtrement au nom, puisque désormais, dès lors que ces islamistes ont frappé Kampala, Museveni s'est senti dans l'obligation de mutualiser les forces, puisque nous avons désormais un ennemi commun. Mais cependant, qu'est-ce que vous faites du passé, combien fâcheux qu'il y a entre la République du Congo et l'Ouganda? Il y a un proverbe latin qui taraude mon esprit, qui dit « Historia magistra experientia docet », que l'histoire est la maîtresse de l'expérience que nous vivons ici. Écoute, moi je suis congolais de la race de Lumumba, de la race du Sphinx de Limete. À l'époque où les Rwandais et les Ougandais se sont affrontés dans Kisangani, Boyo, Mambo, Ketumba, Singa, Mwambi, j'étais étudiant. Nous avons cassé, nous avons brûlé, nous avons même saccagé le bâtiment de la MONUC de l'époque. Vous comprenez? Moi, j'ai encore des douleurs dans mon cœur, des massacres de Makobola, de Kadutu, de Mwenga, de Kasika, de Kamituga, etc., etc. Mais attention, sur cette question de l'Ouganda, la Cour internationale de justice a déjà rendu sa décision. Et on a condamné l'Ouganda à payer 15 milliards de dollars. Ça n'a jamais été fait. Écoute, ça n'a jamais été fait, c'est le discours du dehors. Mais on ne vous a jamais dit pourquoi l'Ouganda décide de commencer à construire les routes chez nous. C'est-à-dire la réparation ne peut pas se faire comme ça se fait au comptoir de la banque, non. La réparation se ferait d'une manière ou d'une autre. Un autre élément qui entre en ligne de compte. Museveni est en face d'un Congo qui est désormais debout, avec un Félix Tshisekedi qui joue à la politique, à la diplomatie sceptique et repensée. Pour preuve, Félix Tshisekedi a joué le médiateur. Nous étions en Angola. Il a joué le médiateur entre le conflit ougando-rwandais en leur disant « J'amène la paix chez vous. Mais je ne veux pas apprendre que vous venez répandre la sale besogne chez moi. » Et puis, ils savent tous que sur le plan de la politique internationale, ce Kagame qui toussait hier à Kigali et ça tremblait au Congo, sous Fachi, ça n'existait plus. Voilà pourquoi vous avez vu Kagame lors de tremblements de terre ou de mouvements volcanologiques essayer, autrement dit, de marcher à quatre pattes derrière Fachi. Pourquoi? Puisque le Rwanda, depuis que Fachi est au pouvoir, a chuté sur le plan économique de 40%. Pourquoi? Puisque Fachi a tout verrouillé là-bas. Nos minéraux, nos coltans, nos lithium, etc., etc., ne partent plus comme à l'époque du régime de triste mémoire. Et donc, c'est pour te dire que cette mutualisation de forces, non seulement qu'elle répond au principe de droit de la coopération internationale, n'oubliez pas que l'Ouganda et nous sommes membres de la CPGL. Cette mutualisation de forces répond aussi à la décentralisation pour raison de paix reconnue par la Charte des Nations Unies. Le dernier élément que je dois vous présenter, c'est que le chapitre 7 des Nations Unies, en son dernier élément, a été activé sur la MONUSCO. La MONUSCO est MONUSCO, mais à un moment donné, elle se comporte comme MONUC.
Il aurait fallu qu'il y ait mutualisation des forces pour que Bintou Keïta aille marcher à quatre pattes derrière Museveni. Pourquoi? Puisque vous avez fait 20 ans chez nous. Nous, en 2-3 jours, nous avons tamisé toutes les bases névralgiques. Voilà pourquoi le Conseil de sécurité, en échange avec Fachi Beton et Museveni, d'ailleurs, je te signale que le discours qui a été adressé au Conseil de sécurité a été un discours sec. Dieu merci, le Conseil de sécurité, chez les chapiteaux de l'ONU, a décidé, a donné l'ordre à ce que la MONUSCO entre en danse pour accompagner la RDC et matériellement ou logistiquement. Aujourd'hui, les armes sophistiquées qui étaient dans des dépôts entreposés même à Entebbe, en Ouganda, sont remises à la RDC. Tu as suivi, Mbala Moussensé a signé une convention des directives militaires avec la MONUSCO. Aujourd'hui, cette MONUSCO qui était traitée un peu comme d'inactive hier, a décidé de devenir grégaire et suiviste et nous accompagner jusqu'à ce que nous allons totalement bouter dehors ces forces négatives qui ont semé la désolation au pays de Lumumba. Très bien, mais cependant, la question de la prorogation de l'état de siège, il y a un groupe de députés qui n'en veut plus. Hein, mais étant entendu que c'est eux qui, n'est-ce pas, accordent l'autorisation de prorogation, ils estiment que les résultats ne sont pas, disons, optimales au point que il ne s'agit pas des résultats qu'ils attendaient de l'état de siège. Mais tout à fait. Écoute, d'abord, les députés qui sont contre, il va de leurs droits en démocratie. On ne peut pas tirer des nez des députés les verts. En démocratie, ils sont libres d'être pour ou contre l'état de siège. Il ne faut pas oublier qu'il y a certains députés. Rappelle-toi quand Mbosso Kodiampong a crié « Vous, les collègues de l'Est, quittez les groupes armés ». Ils seront en Centrafrique à l'intronisation de ces pas d'Archange Touadéra, sauf erreur de ma part. C'est le vice-président Jama Kabound qui fait l'explication, autrement dit l'apologie des propos de Mbosso Kodiampong. Écoute ce qui m'a intéressé dans ce qu'il disait. Nous avons reçu des rapports sécuritaires. Il y a certains de nos collègues qui ont déjà été cités dans les rapports. Le jour où la justice aura besoin de vous, le bureau ne vous protégera pas. Désormais, quand quelqu'un s'attaque à l'état de siège, il faut bien l'identifier, il faut faire sa lecture, appréciation critique pour savoir est-ce qu'a-t-il une main noire cachée dans la chose Je voudrais conclure cet élément de manière importante. J'ai dit, Hugues, que la prorogation de l'état de siège n'est pas une question du volontarisme. La prorogation de l'état de siège est une prévision constitutionnelle. C'est la Constitution qui prévoit que chaque 15 jours après, l'on doit proroger. Je te signale que l'on parle déjà de la loi d'habilitation, puisque bientôt les députés iront en vacances parlementaires. Justement. Mais pourquoi on crie? Félix Tshisekedi a trouvé 123 groupes armés à l'Est. Aujourd'hui, vous en comptez au bout de doigts. Et vous dites que finalement l'état de siège a échoué. Quitter les groupes armés. Mais qu'est-ce qui explique? On apporte un budget, pour le cas de budget 2022, on apporte un budget estimé à 10 milliards, mais cependant, c'est 3,9% qu'on accorde à la défense, seulement. Mais c'est insignifiant si l'on veut implémenter l'état de siège au point d'avoir des résultats probants. N'est-ce pas qu'il faille aussi allouer des moyens conséquents? Calmos, mon frère. S'il y a un domaine qui est mieux financé dans notre pays, entre autres, il y a l'armée. Mais je voudrais que les gens se calment. Lorsque le gouvernement dépose le budget au Parlement, le gouvernement prouve son incapacité à appliquer son pouvoir décisionnel sur le budget. Le budget ne peut s'appliquer qu'après lecture, appréciation critique et vote au Parlement. Pourquoi? Parce que le Parlement, c'est lui le maître du budget. Et donc, quand vous dites que 3% c'est peu, mais les élus sont en train de nous suivre, toi et moi, qu'ils majorent, n'est-ce pas? Puisque je disais que l'armée est mieux financée en dehors de détournement, puisque l'ennemi du Congolais, c'est le Congolais lui-même. C'est des choses que nous souffrons après brassage, c'est pas brassage ou mixage avec tout ce que nous avons connu comme pluie de rébellions ou de mouvements d'agression, ça dépend de quel côté que vous êtes. À une certaine époque, on a eu une armée, en même temps qui était constituée des patriotes, en même temps qui était constituée des ennemis de la République. C'est ainsi qu'à un moment donné, tu vas prendre des tournements à gauche, etc. Mais attends, nous avons des financements de l'armée qui viennent des alliés, disons des partenaires, comme les États-Unis, comme la Grande-Bretagne, comme la France, etc. etc. C'est-à-dire notre armée, d'une manière ou d'une autre, elle est au centre d'un certain financement pour ceux qui veulent la paix
afin d'ouvrir le Congo à des investissements directs étrangers, quant à dire que mais 30% c'est peu, ok, mais dites aux députés de majorer. Pourquoi? Puisque le gouvernement, lui, s'est limité à vous proposer le budget. Très bien. Alors, des nouvelles mises en place au sein des entreprises publiques ont été faites tout dernièrement, même hier, pas plus tard qu'hier, au sein d'un service public, spécialement en l'occurrence l'ANER. Il y a eu un fils maison qui a été élevé au rang d'administrateur général, mais cependant, cette élévation a encore suscité des critiques. Hein. Ça et là, il y en a qui pensent que c'est encore un originaire de la même province que le président de la République, et de leur point de vue, ça gêne certaines consciences. Bien, écoute, il y a des gens qui expriment un sentiment qu'on appelle la Kassaïfa. Jean-Hervé Mbelou, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Mais s'il vous plaît, AG de l'ANER. S'il vous plaît, je ne connais pas vos origines tribales, je n'en ai pas besoin. Vous n'avez pas besoin de connaître mes origines tribales non plus. Moi, je suis un Tshisekedi né, mais je ne suis pas de la tribu de Félix Tshisekedi, tu comprends? C'est-à-dire que quand il s'agit d'une question républicaine, moi, je suis toujours peiné quand je vois les gens en train de verser dans des discours par moments tribalistiques, par moments ségrégationnistes, par moments kassaïphobes, etc., etc. Le Congo a 26 provinces en ce jour. Le président de la République, sa seule province s'appelle le Kasaï oriental. Vous comprenez? Mais quand on prend quelqu'un qui est, par exemple, de la province de l'Omami, et puis vous l'appelez fils maison, je prends pour exemple, on les hisse au rang d'ADG de l'ANER. Mais d'où vient que l'on veut coller au chef de l'État tous les nominés qui ne sont pas favorables à tous les détracteurs? Puisque hier, c'est lui qui a dirigé l'ANER, et sauf erreur de ma part, de la province du Kwilu. Justement. Vous comprenez? C'est-à-dire, le président Félix Tshisekedi n'est pas dans cette sale besogne. Son officier d'ordonnancement... Mais cependant, il y en a qui critiquent. Est-ce que vous comprenez leur prise de position? Mais on ne peut pas... Ils en parlent. On ne peut pas ouvrir la porte à des critiques inutiles sur un service public de l'État qui fait le travail de renseignement, le travail de secret. Pourquoi il s'intéresse à Mbelou et ne s'intéresse pas à son vice, qui, je ne sais pas, serait de Kisangani, etc., etc. Ce discours sélectif qui frise le ségrégationnisme tribal, mon cher ami, est une gangrène qui dérange le développement de ce pays. Et donc, je tiens à te signaler qu'il s'agit là d'un fils maison. Quand on l'appelle fils maison, c'est qu'il connaît tous les trous. Il a gravi les échelons. Il a gravi les échelons, etc., etc. Il a gravi les échelons, etc., etc. Hier, Kalev Moutonde faisait partie de la même province que Joseph Kabila. Pourquoi les gens n'ont pas crié? Mais aujourd'hui, quand Félix Tshisekedi essaie de le faire pendant que nous avons 26 provinces, alors qu'il prend quelqu'un qui n'est même pas de sa province, on veut en faire un drame. Très bien. Alors, Félix Tshisekedi parle ce lundi 13 décembre, s'adresse à la nation. Où vous l'attendez exactement? Voilà, je suis en train d'attendre le président de la République sur 5 points. Le premier point, puisque la Constitution dit que le président de la République informe le peuple sur l'état de la nation. Le fait pour lui d'informer le peuple sur l'état de la nation devant le Congrès est une obligation constitutionnelle. Il y a des choses que nous ne connaissons pas. Le chef de l'État pourra les dévoiler ce jour-là. Ça fait aussi partie du droit de l'information qui est une légitimité reconnue au peuple. Ça, c'est le premier élément. Puisque tout ça, la rappel va marquer les bélés dans la radio, dans la télévision, dans la makambu mususu, au té ba réalité. Zelata mogonzambo a comme même bureau qu'on a munyololo. À ce niveau, il y a tel élément. Alors, le deuxième élément, le message de tranquillité. Il y aura de l'apaisement quand le chef de l'État va parler. Tu sais ce qui est beau? Même quand, c'est pas Lamouka, elle, Fayulu Mozito a programmé un sit-in devant la CNI, c'est pensant peut-être que le discours du chef de l'État va surplomber toute la nation, puisque ce discours sera suivi même en international. Et puis je dis, et laisse-moi ouvrir une parenthèse, mais Fayulu, je ne sais pas, finalement il doit aller voir son psy. Comment ça? Mais écoutez, vous dites que nous voulons une CNI neutre et dépolitisée. Quand bien même la dépolitisation en question avait déjà été faite dans cette loi actuelle, puisque aussitôt que vous êtes recommandé par vos forces politiques, vos forces vives,
la loi a consacré une coupure totale avec vos sources d'origine. C'est la dépolitisation politique, juridiquement parlant. Ah, mais ça, c'est sur attends, papier. je finis la phrase, c'est très important. C'est sur papier. C'est très important. Mais le pays se dirige sur papier, mon cher ami. Sinon, la société devient anomique. D'où le principe de droit ubi societas ibius est. Il n'existe pas de société sans droit. Mais le droit s'écrit ou pas dans la tête, mais sur papier. Alors, je dis que ces gens-là qui veulent jeter, je suis dans la parenthèse. Vous dites que vous allez faire un sit-in devant la CNI pour la rendre neutre et la dépolitiser. Mais c'était la réponse que je réserverais à Ochumbe qui n'est pas présent. Mais je t'informe qu'il faut aller le faire au Parlement. Pourquoi? Puisque la CNI et ses animateurs et ses lois faisabilitaires en termes de mécanismes ou d'organes, ce sont des lois qui naissent à Lingwala là-bas, au Palais du Peuple. Moi, je pense que les sit-ins devraient être faits où? Là-bas, chez Mbosoko Diampoanga et chez Bati Lukwebo, au lieu d'aller le faire là-bas, ça c'est l'organe technique simplement. Alors, c'est une manière de s'exposer au coup de gourdin. Très bien, poursuivez. Alors je poursuis en Quel disant autre que... point, où est-ce que vous attendez encore Alors, je suis en train d'attendre... pour le lundi. Je suis en train d'attendre le président de la République sur des points d'orientation. Pourquoi? Puisque le chef de l'État reste et demeure la source d'impulsion dans ce pays. Et le dernier élément dans le discours du chef de l'État, c'est le vœu. Le président de la République va présenter des choses auxquelles on ne s'attend pas, on s'attend le moins. Le discours d'un chef de l'État a toujours un côté surprise. Et donc nous attendrons aussi le côté surprise du discours du président de la République. Tu sais que le président de la République est un bon communicant. Écoute, j'ai des ouvrages dans mon cabinet, discours et élocution du maréchal. Quand je le compare au discours de Fachi Béton, je trouve en une certaine mesure des similitudes. C'est un bon communicant, il a l'encyclopédie avec lui, c'est un foudre d'éloquence, il dira des choses. Eh bien, écoute, on donnera de la matière aux journalistes, certains gnosologues seront en position inconfortable, le chef dira, il parlera et il nous apportera un sens de proportionnalité sur certaines histoires qui se racontent ça et là sans en avoir de preuves. Voilà le rôle d'un président de la République, lui obligé par la Constitution. Je crois que ça doit être l'article, sauf erreur de ma part. Un dialogue en vue, qu'est-ce que vous en pensez? À propos de quoi? Pour pouvoir, n'est-ce pas, taire les conflits ça et là, ramener le bloc patriotique dans la gestion union sacrée, large union nationale, pour pouvoir taire les divergences qu'il y a ça et là. D'abord, il faut partir du principe que nous ne sommes pas à l'époque du parti unique. Nous ne sommes pas dans le monolithisme politique. Nous sommes en démocratie, en pluri-parti politique. Jamais un président de la République va faire l'unanimité dans un pays. Il en est de même de tous ces leaders qu'on dit quand on dit non, mais on voit le caméraman qui s'appelle Mikuba. C'est le leader de sa province. Mais c'est faux. En démocratie, il n'y a pas un seul leader qui fait l'unanimité électorale dans une province quelconque, d'origine soit-elle. Vous comprenez? Alors, je sais que la stratégie du dialogue, c'est ce que nos amis du FCC, puisqu'il me semble que désormais le Front patriotique est devenu une véritable tour de Babel. Lorsque Hold-up est tombé sur table... Comment ça, tour de Babel? Mais écoute, chacun parle dans son sens. Ils ont un sit-in qu'ils vont organiser. Mais je te donne l'exemple, quel que soit le sit-in. Je te dis que ce sit-in qu'ils font, c'est de la masturbation politique. Depuis que l'UDPS combine le pouvoir et l'opposition. Mais tout ce que vous voyez là-bas, c'est de l'opposition de pacotille. Constant Moutamba et Age Matembo viennent de signer un communiqué où ils sont prêts à envoyer leurs représentants à la CNI au nom du FCC. Mais c'est ce attendez, je finis la phrase. Du débauchage. Non, c'est pas du débauchage, puisque Constant Moutamba, il y a 2 semaines, il était dans la rue en train de protester contre Fachi, en train de protester contre la mise en place de l'équipe de la CNI. Qui sont en véritable tour de Babel? C'est pas nous, monsieur. C'est eux qui en souffrent. Fayoulou et compagnie, ils avaient une réunion de fonds patriotiques. Lorsque Congo Hold-up est tombé sur table, eh bien, ils se sont désengagés. Pourquoi? Puisque c'est un consortium politique faible. Vous comprenez? C'est un consortium politique faible. J'ai dit ceci. Ils sont dans la stratégie du dialogue. Mais je vais faire un sens de proportionnalité tout de suite. Attention. Le dialogue de 2016 est différent de tout ce qu'ils peuvent prévoir comme dialogue en 2023. Pourquoi? Aussitôt les élections de 2011 finies, l'ONU a coulé 2 résolutions. La résolution 2098 et la résolution 2248, obligeant Joseph Kabila à ouvrir la porte au dialogue
Pourquoi? Puisque même Kabila lui-même, le jour de sa prestation de serment après les élections de 2011, il a reconnu que les élections de 2011 ont été entachées de beaucoup d'irrégularités. C'est ainsi que le conflit entre légitimité et légalité opposant Kabila et Tshisekedi n'avait jamais été tamisé par quiconque. Mais en 2023, vous n'avez ni résolution de l'ONU, vous n'avez ni traité conventionnel, c'est-à-dire le distributeur de cartes ne sera que Fachi Béton. Et quand vous exigez le dialogue, vous l'exigez en vertu de quelle loi? Parce que la constitution de notre pays n'a pas prévu de dialogue. On est en train de suiter, mais cependant, puisque nous parlons élection, pas plus tard qu'hier, l'équipe Kadima a été chez le président de la République, où ils ont donné de garanties qu'il y aura bel et bien élection, mais cependant, on conditionne qu'il y ait au préalable un recensement général. Mais ne craignez-vous pas une sorte d'entourloupette qu'on serait en train de créer pour pouvoir davantage retarder la tenue du scrutin de 2023? Mais écoute, nous sommes en face d'un individu qui souffre en même temps du cancer, qui souffre en même temps d'une maladie cardiaque. Qu'est-ce qu'il faut? Si on soigne le cœur, le cancer va l'emporter. Si on se contente à soigner le cancer, la maladie cardiaque va l'emporter. Qu'est-ce qu'il faut? On lui apporte un remède total et globalisant. Et total et globalisant veut dire quoi? Le recensement et l'identification des citoyens date de l'époque de Kabila. Et je te signale que le dernier recensement dans le cadre de ce pays date de 1983-84. Mais ça fait combien de temps? Plus de 30 ans qu'on ne connaît pas qui est congolais et qui ne l'est pas. C'est une question administrative. D'ailleurs, le ministre qui a lancé le plan, il est ministre du groupe de Moïse Katumbi. Il s'agit de Christian Mwando. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est lui qui a ouvert les vannes. Il faut aller vite au recensement et identification des citoyens. Ça nous permet à un moment donné de l'histoire pour un pays uni par les sorts. Est-ce que ce recensement-là ne pourra pas être utilisé le moment venu comme impondérable politique pour dire, bon tiens, on ne peut plus tenir face au temps, glissons un peu? Écoute, le glissement et les jargons du Congolais. Je te signale que celui qui organise les élections dans ce pays, c'est la CENI. Ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas non plus l'opposition. Voilà pourquoi on a invité toutes les parties à mener vos représentants dans la CENI afin que tout le monde voit ce qui se passe dans la marmite à la cuisine. Vous comprenez? Je refuse de faire de la futurologie sur ce plateau. Les élections sont constitutionnellement prévues en 2023. C'est-à-dire, un président de la République qui accède au pouvoir n'a que 5 ans. Vous comprenez? Et la Constitution dit, le scrutin est convoqué 90 jours avant la fin du mandat du président de la République en exercice. Entre-temps, la même Constitution dit, comme disait Mendo Malanga, le président de la République reste en fonction jusqu'à la remise de reprise avec le nouveau président de la République entrant. Ce n'est pas moi qui le dis. Ça veut dire quoi? Vous avez les intentions de vous cramponner sur cette incise-là? Nous n'avons pas l'intention de nous cramponner sur cette incise. Si on avait l'intention de se cramponner sur cette incise, une Chole et son équipe feraient la prison, et l'homme d'Ensenga ferait la prison, puisque pour chapeauter la centrale électorale, le président de la CENI doit venir des confessions religieuses. Vous comprenez? Écoute un peu, je dis toujours, mais c'est de la salopardise. Quand un individu estime que jouons la stratégie du dialogue, bloquons la machine de la CENI, comme ça Félix Tshisekedi sera devant un fait accompli en 2023, nous irons au dialogue. Même ce dialogue futurologique dont il parle, il n'a pas de base légale. Alors, qui sera gagnant dans toute la salle besogne stratégiquement montée? Très bien. Maître Passy Mbayo. Alors, on va conclure. En guise de conclusion, sur tous les sujets qui ont été abordés, succinctement, comment vous concluez? Je conclus de cette manière que voici. Le président Félix Tshisekedi n'est pas l'homme qui va développer ce pays. Ah bon? Ça veut dire quoi? Mais j'ai fini la phrase. La seule mission qu'il a, c'est de remettre ce pays sur le rail. Lorsque vous épousez une femme prostituée, lorsque vous épousez un homme prostitué, ce n'est pas du jour au lendemain que celle-ci ou celui-ci va s'habituer aux vertus de la conjugalité. Fachi a épousé une nation prostituée. Tu n'as qu'à voir. Ah bon? Je t'explique. Tu n'as qu'à voir l'ennemi du Congolais, c'est le Congolais lui-même. On met l'argent dans la gratuité de l'enseignement. C'est un Bakonga, fils du pays. Il n'est ni Rwandais, ni Ougandais, ni Burundais, qui tripatue la gratuité de l'enseignement. Tu n'as qu'à voir, on met à la disposition de tel l'argent, je ne sais pas, de la francophonie. Mais c'est Guillaume Manjolo à qui on reproche d'avoir tripatoué dedans. Guillaume Manjolo est un fils de Louisa.
Il n'est ni angolais, ni zambien, ni malawite. Il est congolais. Vous comprenez quel pays Fachi a hérité? Quelqu'un qui n'est pas sur la liste des graciers, mais on essaye de l'enchasser sur la liste pour des raisons de la circulation de l'espèce sonnante et trébuchante. Là, vous faites allusion à Willy Bakonga. Écoutez, Willy Bakonga, si nous étions sous le Zaïre, il serait pendu au stade des martyrs. Pourquoi? Puisque moi j'ai toujours dit... Laisse-moi finir la phrase. Nous sommes dans un état de droit quand même. C'est là que j'ai dit, mais j'ai dit si nous étions au Zaïre. Le Zaïre n'était pas un état de droit, mais nous voici aujourd'hui dans la démocratie légale. J'ai dit tout de suite que le détournement est à considérer comme un crime contre l'humanité. Puisque quand quelqu'un détourne de l'argent, c'est qu'il sacrifie l'éducation des enfants. Alors que cet enfant-là, vous avez traité Félix Tshisekedi ici, Chilombo Airways, et ainsi de suite. Il a fait la ronde de la République du monde. Mais il vous amène 15 milliards et demi. Il n'a pas construit des châteaux en Espagne, il n'a pas construit des châteaux en Belgique, ni placé l'argent dans Congo Eldop ou dans Panama Papers. Il dit, mettez ça dans la gratuité de l'enseignement. Un président de la République, combien messianique comme celui-là, sa mission. Alors j'ai dit tout de suite que sa mission, c'est de remettre ce pays sur le rail, puisque nous l'avons trouvé déraillé. Il va remettre ce pays sur le rail. C'est lui qui viendra après les 2 mandats de Fachi, dans la course de relais, viendra simplement faire le relèvement. Pourquoi? Il viendrait d'où selon vous? On ne t'en fait pas, mais il peut toujours venir du camp du chef de l'État. Où est le problème? J'ai dit tout de suite que après 2 mandats de Fachi, c'est lui qui viendra dans sa cour de relais, va relever ce pays. Pourquoi j'ai dit ça? Puisqu'on ne sait pas développer un pays. On ne sait pas reconstruire un pays sans le remettre sur le rail. On ne sait pas installer un état de droit sans punir. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous traitez l'IGF d'un lion. Pourquoi? Puisque dans l'histoire de notre pays, cette patrouille financière n'avait jamais joint l'utile à l'agréable comme Saleh sous Alinguete. Merci, maître Passy Mbayo. Merci d'avoir été de notre. Madame, Messieurs, le 4e pouvoir d'aujourd'hui s'arrête ici. On n'a malheureusement pas pu avoir maître Laurent Ochumbe qui devait être de notre pour pouvoir créer le choc d'idées avec maître Passy. Mais ce n'est que partie remise. Nous pourrons avoir ce casting-là au prochain numéro. Restez branchés sur Nouveau Congo Télévision. Si c'est Traoré, je vous dis ciao. Pour suivre tous nos programmes en temps réel, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Nouveau Congo TV.